Rada Hatem, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation chez Parcours pour Good Morning Conscience. Rada, on dit de vous que vous êtes celle qui répare les femmes, je dirais de manière générale, mais encore plus précisément les femmes victimes de violences. Vous êtes gynécologue obstétricienne, vous êtes aussi la fondatrice de la Maison des Femmes du 93. En 2015, vous devenez chevalier de la Légion d'honneur et en 2021, on vous nomme officier de l'Ordre du Mérite. Alors, je ne vous cache pas que faire votre présentation, ça a été un petit peu difficile pour moi, tant, je dirais, votre parcours est riche et vos actions sont nombreuses. Est-ce que, avant d'aller un tout petit peu plus loin, je peux revenir sur votre enfance? Quel type d'enfant vous étiez? D'où vous venez? J'ai une enfance à la fois extrêmement simple et un peu compliquée. Je suis la troisième d'une famille de 4. J'ai 2 grands frères et un petit frère. Je suis née au Liban, pays que j'ai quitté à l'âge de 18 ans pour faire médecine en France. J'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents étaient extrêmement francophiles. Mon père avait fait des études en France et donc j'ai d'emblée été au lycée franco-libanais de Beyrouth. C'est un lycée qui est porté par la mission laïque française qui promeut l'esprit de la France, la culture française, les Lumières dans tous les pays du monde. Et ce qui fait que c'est un milieu extrêmement international, très riche, avec des profs venus de Paris. Et ça, c'était génial parce que c'était des profs qui ne voulaient pas faire leur service militaire. Enfin, ils n'étaient pas profs d'ailleurs, c'était des jeunes, ils étaient détachés militaires et on les envoyait enseigner. Donc ça a été vraiment une expérience formidable parce que c'était un lycée qui permettait énormément de choses. Et en même temps, j'étais dans un pays qui est en guerre depuis très longtemps. Un pays où peut-être mes premiers souvenirs violents, c'est la guerre de 67. C'est les bombardements, c'est le papier bleu sur les fenêtres, c'est le couvre-feu. Toutes choses pour une petite fille qui sont assez déroutantes. Et je dirais que j'étais une enfant très adaptée. J'étais toujours première à l'école. Je travaillais très bien, j'embêtais personne. Peut-être quand on est le troisième, on sait qu'il faut filer doux. Mais ça tombe bien parce que j'avais aucun problème à faire ça. Enfin, j'étais très heureuse d'aller à l'école, j'adore apprendre. Je passais tout mon temps libre à lire, y compris après l'extinction des feux. Et puis, c'était un milieu où je pouvais faire du volley, de la danse, du piano, enfin, tout un tas de choses vraiment chouettes. Alors évidemment, je n'ai pas du tout un niveau exceptionnel en danse, mais j'adore ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau Oh exceptionnel si, quand même, pour c'est plus joli. s'amuser, en tout cas. Non, c'est vrai. Je me souviens que vous m'aviez dit que votre père avait comme ça une grande ouverture d'esprit. Est-ce que vous diriez qu'il a participé au fait que vous soyez devenue activiste féministe ou que vous ayez fait les choix que vous avez faits? Indirectement, certainement, parce qu'en Orient, je viens d'Orient, Proche-Orient, mais c'est l'Orient quand même, les pères ont quand même une certaine importance et ils sont, en général, dans les familles, on est très attentif aux vertus de sa fille, à son honneur, et j'avais un père totalement fantasque pour lequel ça n'avait aucun sens. Et c'était une grande chance parce qu'il ne m'a jamais, jamais embêtée avec ça. Donc il ne m'a pas poussée non plus à m'engager, mais je savais qu'il n'y avait pas de limite, en tout cas pas de limite, comment dire, communautaire, de vision étriquée du monde. C'était fais ce que tu veux, de toute façon j'ai confiance en toi. C'est une chance incroyable, ça. Mais oui, et on est alors quelques filles comme ça, originaires du Liban avec des pères arméniens, etc. Où on a pu se dire un jour comme ça par hasard, mais en fait, si nos pères ne nous avaient pas lâché les baskets, on ne serait pas là où on est. Et ça, c'était très, très chouette de pouvoir partager ça avec ces copines-là. Bah oui, puis surtout que, enfin, je vois moi en tant que femme, quoi, ça amène un rapport à l'homme qui est, je pense, euh, très différent. Enfin, Oui, il y a le rapport à l'homme, mais je pense que le rapport à l'éducation, et je crois que pour une jeune fille française, enfin, née en France, etc., c'est actuellement moins pesant. Ça l'était certainement il y a 200 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est moins fort. Alors qu'en Orient,
le père est encore un peu le pater familias, est supposé faire régner la terreur, que tout le monde file doux dès qu'il rentre à la maison. Et chez moi, c'était pas du tout le cas. Ok. Du coup, comment se passe le départ du Liban, autant d'un point de vue organisationnel que psychologique? Alors organisationnel, c'était très simple. De toute façon, c'était encore la guerre. On partait avec une valise. Il y avait pas, Mm. on n'allait pas se compliquer la vie. C'était de toute façon techniquement pas possible. Donc quelques habits, 2-3 bouquins auxquels je tenais par-dessus tout. Et puis voilà, c'était. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ça serait un aller sans retour. Donc ce Ouais. qui fait que l'aller était plus facile à appréhender. Après, il y a comme toujours beaucoup d'ambivalence, c'est-à-dire un énorme soulagement de se dire bon, je vais arrêter de me demander qu'est-ce que je fais là, est-ce qu'il faut que je descende dans la rue pour prendre les armes, mais en fait, il n'y a aucun camp qui me convient. Est-ce que je vais mourir demain? Mm. Enfin voilà, questions qui sont omniprésentes quand on vit dans une guerre comme ça. Et puis, ben, je m'enfuis, en Ouais. vrai. J'ai de la chance, je peux partir. Tout le monde ne peut pas partir. Et vous avez jamais eu l'envie de retourner? Si, bien sûr, mais en fait, le monde change. Moi, bon, j'étais déjà extrêmement francophone, même dans ma manière de fonctionner et de penser. Et donc, après des années passées en France, revivre au Liban était un peu difficile parce que la société s'était quand même assez refermée sur elle-même avec toutes ces années de violence. Et je ne partageais pas. Enfin, c'est un monde qui est très divers, mais il y a beaucoup de qu'en dira-t-on et Mm. d'affichage et de il faut s'habiller comme ci, il faut être comme Ah ouais. ça. Oui, oui, on est les rois de la chirurgie esthétique. Bon, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais voilà, il y a beaucoup de paraître, et ce qui ne me convient pas du tout. Et puis j'ai rencontré un homme, puis il était français, puis il n'avait pas du tout envie d'aller vivre au Liban, Ouais. donc je suis restée. Ok. Alors, vous avez 18 ans quand vous arrivez à Paris. Euh, c'est le moment de choisir un cursus, savoir dans quelle direction vous allez aller. Qu'est-ce qui vous fait choisir médecine? Et encore plus particulièrement, qu'est-ce qui vous fait choisir de devenir gynécologue obstétricienne? Alors ces choix-là se font en 2 temps, c'est-à-dire que vous choisissez d'abord de faire médecine, et moi pour avoir un visa, parce qu'on ne vient pas en France comme ça, même quand on est plein de bonne volonté, il fallait que je m'inscrive dans une fac. Donc à partir Mm. du Liban, j'avais fait plusieurs inscriptions, donc médecine prioritairement, et puis archi si ça marchait pas, et puis sociaux si ça marchait vraiment pas. Et voilà, j'étais acceptée dans une fac de médecine, donc ça m'a permis d'avoir un visa et de venir. Et puis ensuite, ce qui est vraiment chouette en médecine, c'est qu'on très très vite on est jeté dans le monde hospitalier. Parce que de toute façon, il y a le compagnonnage et la meilleure école. Et donc, on fait des stages de pédiatrie, de chirurgie, Mm. de gériatrie, de ce que vous voulez. Et ce qui m'a. Moi, j'étais venue faire pédopsychiatrie. Et puis, j'ai fait un stage d'obstétrique. Et j'ai complètement viré ma cutie. Et donc, votre désir d'aller en pédopsychiatrie, hein, c'est ça? Ouais. Ça avait un lien complètement direct avec ce que vous aviez pu vivre ou alors ce que vous aviez pu Oui. partager avec d'autres enfants ou rien à Je- voir? Si, forcément. Je pense que. Enfin. On a tous, on voudrait réparer nos enfances, les enfances. Je trouvais ça extrêmement passionnant. Je lisais énormément de choses sur les enfants, l'éducation, la non-violence, etc. Et je trouvais ça parfaitement intéressant. Ça venait peut-être compenser le monde un peu violent d'où j'arrivais. Et puis, bah, j'ai trouvé que l'obstétrique était une spécialité peut-être plus riche, aussi plus joyeuse. C'est vraiment une spécialité qui est à la fois peut-être celle qui donne le plus de satisfaction, parce que mettre au monde un enfant Ouais. qui va bien chez un couple qui devient une famille du jour au lendemain, c'est extrêmement magique. Et c'est peut-être aussi par moment la chose la plus difficile, c'est-à-dire quand l'enfant va mal, quand la mère meurt en couche. Ce sont des moments qui ne sont pas supposés faire partie de notre quotidien Mm. d'accoucheur et qui sont, je pense, les plus durs à vivre. Et c'est vrai, en fait, ce que vous étiez en train de dire, c'est que finalement, quand on pense à votre métier, on ne pense qu'au côté Mm. joyeux, positif,
Ouais. de la situation et jamais au côté obscur Oui. qui doit être vraiment difficile à gérer émotionnellement pour vous. Alors après, je sais que les médecins sont ultra se barricade énormément, enfin se renforce énormément. J'ai comme l'impression parfois, alors c'est encore potentiellement une vue de l'esprit, j'en sais rien, ou bien alors un conditionnement ou une croyance de ma part. Et puis ça dépend aussi le parcours de chacun. Dans mon parcours, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir rencontré parfois des médecins extrêmement difficiles, puisqu'on parle de l'enfance, quand ça traite... Euh, quand on nous parle de notre propre enfant dans des termes extrêmement violents, c'est difficile à gérer, quoi. Donc on se dit, mais mince, il n'y a pas une antenne à l'intérieur de médecine. Il n'y a pas un moment, en fait, où ils font des études de bienveillance, d'empathie, de compassion, etc. Alors, il y a pas de formation, il n'y avait pas de formation spécifique à ça, je pense que ça vient. Après, c'est des choses qu'on est supposé apprendre aussi, en regardant nos aînés. C'est ce que j'appelle le compagnonnage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres à penser et à faire, extraordinaires. Donc, c'est des choses que j'ai apprises aussi à leur contact, le savoir-être, le savoir parler à un patient, ne pas être trop intrusif, être respectueux. Savoir parfois être ferme dans certains conseils, parce que c'est aussi ce qu'on attend de nous. Oui. Donc c'est un équilibre, et c'est toujours un numéro d'équilibriste. Chaque consultation est un numéro, même avec les vieilles patientes qu'on connaît par cœur, il faut toujours s'adapter. Après, oui, on se barricade un peu, mais pas tant que ça, pas tant que ça, parce qu'on peut être touché profondément par ce que nos patients vivent. Après, évidemment, notre souffrance n'a rien à voir avec celle des couples qu'on accompagne. Je veux dire, ce qui est tragique pour nous, c'est que là où on voudrait apporter de la joie, du bonheur, des bonnes nouvelles, ben on est parfois l'ange du désespoir. À l'occasion d'une échographie, à l'occasion d'une consultation en urgence, on est obligé d'annoncer à une maman que, oui, elle a raison, il ne bouge plus, il ne bouge vraiment plus. C'est des moments très difficiles. Je rebondis sur les inspirations que vous avez eues. Je repense à un médecin qui vous a vraiment inspiré, qui un jour a dit aux femmes c'est à vous de décider d'être actrice de la naissance. Ce médecin, c'est Fernand Lamaze, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que cette révolution a créé pour la suite de votre carrière, en fait? Eh bien, Fernand Lamaze, je ne l'ai pas connu. Il est mort bien avant que je n'arrive dans le service qu'il avait créé. Mais j'avais été élevée, entre guillemets, par Jacques Chavigné, qui, je ne sais pas s'il connaissait Lamaze, mais qui était un petit peu fait du même bois. C'est-à-dire qu'il était... c'était pas du tout l'accoucheur qui disait j'ai mis votre enfant au monde, comme on entend souvent, se substituant presque au père, d'une manière tragique. Et c'est un homme qui avait un immense respect pour ses patientes et un dévouement sans faille. Et c'est un peu de lui que j'ai appris ça. Et quand je suis arrivée au Bleuet, où régnait l'esprit de Lamaze, bien sûr, parce que son buste était dans le hall, et que j'ai découvert les écrits de Lamaze, en fait, ça mettait juste en mots des choses que j'avais vues faire, être. Et donc, ça permettait simplement de rationaliser un petit peu cette façon de redonner le pouvoir aux femmes, de les remettre au centre, de ne pas se substituer à elles. Et je pense que Lamaze a fait énormément de bien à l'obstétrique, mais ce qui s'est produit, c'est que la péridurale est arrivée peu de temps après, et qu'au lieu d'intégrer la péridurale comme étant un outil qui répondait à certaines femmes, il y en a qui ne veulent pas du tout avoir mal, et je trouve que c'est tout aussi respectable que le contraire. Ouais. Eh bien, il y a eu comme une espèce de collusion, c'est-à-dire où on était Lamaze, nature, où on était péridurale, et c'était pas bien. Et ça a été difficile d'accompagner ce double mouvement. C'est chouette du coup d'entendre, alors je suis une femme qui a eu un enfant, c'est chouette d'entendre un médecin ne pas avoir de préférence entre l'un ou l'autre et pouvoir accompagner pleinement ce que la patiente souhaite. Mais c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, c'est-à-dire que on a nos propres choix, nos propres convictions, mais enfin, elles ne regardent que nous. Et si une patiente veut à tout prix sentir son accouchement de A à Z, eh bien, on va l'accompagner dans ce choix-là, sans jamais lui dire « Oh, mais ça serait quand même tellement plus simple si vous preniez la péridurale. »
Et si une femme veut une péridurale, ne pas lui dire quand même, vous pourriez faire un effort. Ouais. Ce que certains se permettent et ce qui Oui, m'a oui. toujours complètement fascinée. Est-ce que je peux vous demander du coup le choix des cliniques dans lesquelles, des cliniques et des hôpitaux hein, dans lesquels vous avez officié, est-ce que ça a été toujours des choix délibérés ou est-ce que ça a plutôt été une question d'opportunité? C'est des choix au milieu d'opportunités. Mm. C'est-à-dire que Saint-Vincent-de-Paul, qui est ma maison mère, mais qui malheureusement n'existe plus, j'y avais fait un stage et j'avais trouvé que c'était... Si je devais choisir un hôpital où exercer, c'était celui-là que je choisirais. Donc j'avais posé ma candidature. Quand on est interne, on change tous les 6 mois et puis après, il faut trouver un point de chute. Et donc, mon patron de l'époque m'avait dit oui, bien sûr. Donc j'y suis restée 3 ans. Et puis ensuite, il fallait que je parte parce que je n'avais pas de vocation universitaire. Et là, il y avait un poste au Bleuet. Je n'avais jamais entendu parler des Bleuets ni de Fernand-Lamaze. Donc j'ai regardé ce que c'était et je me suis dit que c'était une aventure intéressante. Où je suis restée 12 ans et puis ensuite, j'avais vraiment besoin de changer d'air parce que les Bleuets, c'est quand même un hôpital qui appartient à la CGT. Et la CGT a des principes qui sont parfois questionnables. Et j'avais atteint un petit peu une certaine saturation. Et là, alors là, c'est le hasard le plus absolu qui se fait que j'habite en face de l'hôpital Bégin, qui est un hôpital militaire et qui avait un poste, et qu'on me l'a proposé. Donc ça, c'était plutôt tout à fait saugrenu dans ma vie, parce que j'avais jamais imaginé devenir médecin militaire. Et puis comme j'essaie de ne pas avoir trop de préjugés, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas. Ouais. Et ça a été une expérience magnifique, aussi. Donc les choses se sont faites comme ça, et puis un jour on m'a proposé la chefferie de service de Saint-Denis, et j'avais l'impression d'avoir fait le tour des militaires. Donc je suis partie à Saint-Denis. Du coup, c'est vraiment des établissements qui sont extrêmement différents, avec des populations très différentes aussi, j'imagine. Et des philosophies radicalement différentes aussi. Vous me disiez que vous aviez exercé votre métier, quoi qu'il arrive, de la même manière partout. Mais est-ce que la question de la violence faite aux femmes a pris plus d'importance quand vous êtes arrivé à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis? Ou est-ce que ça faisait déjà son chemin auparavant? Comment vous avez appréhendé cette question? Je pense que c'est un sujet qui a toujours été présent. C'était pas vraiment la violence conjugale, mon premier sujet. Mon premier sujet, c'était l'autonomie des femmes, leur droit de choisir, en fait. De choisir de faire des études, de choisir de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, et d'obéir ou pas à un homme. C'était ça mon sujet. Et donc, dans ma pratique clinique, donc je rencontrais des femmes, et elles avaient toutes des histoires différentes, mais beaucoup d'entre elles avaient ce genre de contraintes, enfin des couples qu'elles n'avaient pas forcément choisis, ou qui n'avaient pas évolué comme elles le souhaitaient, où elles se retrouvaient un peu prisonnières. Au-delà, il y avait l'emprise de la famille, qui est souvent extrêmement toxique. La famille est supposée vous soutenir dans tous les moments de votre vie, mais c'est un fantasme absolu. Et donc, voilà, elle me racontait ça. Et moi, j'essaie de voir avec elle comment leur redonner un peu de souffle, un peu d'espace, un peu d'autonomie. Ça peut passer par plein de choses. Ça peut être, par exemple, aider une femme à avorter dans le secret, parce que son mari ne l'accepterait pas. Et la première question, c'est, on a presque envie de dire de quoi je me mêle. Ouais. C'est pas toi qui es enceinte, même si oui, ok, t'es le co-auteur de la grossesse, mais là, tout de suite, c'est son corps à elle. Donc ça, pour moi, c'était des questions qui étaient complètement intriquées avec ma pratique. Et quand je pouvais aider une femme à s'en sortir, même en mentant à ses parents, par exemple, le nombre de fois où on a hospitalisé une gamine pour la faire avorter en disant aux parents qu'elle avait mal au ventre, ou que je sais pas quoi. C'était ça aussi pour moi, aider les femmes dans la violence qu'elles subissaient, qui n'étaient pas que des coups. Et puis je pense qu'arriver à Saint-Denis, déjà, c'est aussi un parcours professionnel, une certaine maturité. Pour moi, je savais que c'était probablement mon dernier poste, parce que j'allais pas passer ma vie à changer d'hôpital et de secteur. Et là, j'avais plus que d'habitude des femmes précaires, des femmes migrantes. Et dans la migration qu'on a à Saint-Denis, c'est pas une migration
intellectuels, hein, c'est pas des gens venus pour l'esprit des Lumières. Donc c'est des femmes qui viennent avec leurs traditions, et ce sont des traditions d'une très grande oppression. Donc c'était encore plus de ce que je connaissais. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça fait beaucoup quand même, et est-ce que la médecine peut accompagner d'une certaine façon ça? Et c'est là aussi où j'ai été confrontée donc à une patientèle avec énormément d'excisions, avec énormément de violences intrafamiliales. Les Roms, par exemple, ils sont pas du tout sympas avec leurs femmes. Ah oui. Ils sont très exigeants. Les pères, moi j'avais des pères qui m'amenaient leurs gamines pour que je les examine et que je les rassure qu'elles étaient toujours vierges, parce que elles étaient rentrées avec 1 heure de retard de l'école, et c'est sûr que c'était parce qu'elles étaient allées avec un garçon. Ah Enfin, oui. ce genre de choses auxquelles j'étais pas tellement habituée. Donc tout ça faisait que je me suis dit à un moment donné, puisqu'on fait des parcours de santé pour toutes les problématiques féminines qui existent, la grossesse, l'allaitement, le cancer, la stérilité, pourquoi pas un parcours pour les violences? Puisque je vois bien elles vont mal, mes patientes, quand elles subissent de la violence. Et c'est une thématique que je connaissais pas très bien, parce qu'on ne nous l'enseigne pas à la faculté. Donc j'ai commencé à lire sur la violence, ses conséquences physiques, psychiques, et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était parfaitement documenté, qu'il y avait énormément de publications qui faisaient un lien direct entre violence et mauvaise santé, violence et conduite addictive, violence et tentative de suicide, violence et cancer. Ça faisait beaucoup. Et là, je me suis dit, bon, bah, on va essayer un truc. On va essayer de faire un parcours violence. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'un lieu dédié. Quand j'ai constitué votre interview, je me suis quand même dit, mais elle œuvrait déjà tellement au sein de l'hôpital de Saint-Denis. Vous répondez déjà là, un peu à la question, mais comment vous envisagiez cette structure? Comment vous l'avez pensée? J'avais bien entendu aussi quand je vous avais parlé au téléphone que l'importance d'accueillir des gens dans un lieu, et encore plus des gens en grande précarité, des femmes qui vivaient de grandes violences, autant physiques que psychologiques, il était important pour vous de les accueillir dans un environnement bienveillant, chaleureux, qu'elles méritaient ça aussi. De toute façon, on le mérite Tous. toujours. Bien sûr. Même à l'hôpital standard. En fait, quand je suis arrivée à Saint-Denis, j'héritais de nouveaux locaux que mon prédécesseur avait travaillé, donc je n'y avais pas du tout œuvré. Et il a fallu que je les aménage, que j'y organise les soins, et que j'essaie de les humaniser, parce qu'ils étaient particulièrement peu accueillants, vastes, froids. Ça a été un gros travail de comment on peut faire pour qu'à l'intérieur les femmes circulent de manière fluide, en se sentant bien. Donc ça, c'était un premier travail. Et j'avais créé en arrivant donc des parcours. On avait créé un centre de stérilité, une unité pour le cancer du sein. Donc c'était ma façon de faire. C'était qu'est-ce qui manque, comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Et quand j'ai eu cette idée de lieu pour la violence, bah, dans cet espace dont j'avais hérité, il n'y avait aucune option. Donc il fallait forcément créer quelque chose, le construire, l'inventer. Et en fait, j'avais pas aucune idée préconçue. J'y suis allée à 100% intuition. Parce qu'il n'y avait pas de modèle. Je ne pouvais pas me dire, tiens, je voudrais faire comme ça ou comme ça. C'était bon, on a un terrain vague, on va y aller. Et en fait, le résultat était comment dire, un conglomérat de rencontres, d'avis, de conseils, d'intervenants. Les architectes nous ont aidés. L'équipe soignante que j'avais constituée, qui était au début une toute petite équipe, a aussi, on a vraiment travaillé ensemble pour essayer de formaliser quelque chose qui n'existait pas du tout. Aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on a pu rédiger tout un document qui explique comment on travaille, pourquoi il faut le faire comme ça. Il y a toutes les fiches de poste, tout le descriptif, et ça nous a pris 5 ans pour arriver à formaliser les choses sur qu'est-ce que c'est qu'une maison qui prend en charge de la violence, comment ça fonctionne, quel professionnel, quelle mission.
Et ça a été une très, très belle aventure. Oui, c'est ça. Donc, je reprécise, hein, parce que le lieu s'appelle donc la Maison des femmes du 93. C'est vraiment la première structure en France qui prend un encadrement global de soins. Concrètement, c'est représenté par combien de professionnels de santé? Quelle est l'organisation à l'intérieur de la structure? Parce que moi, j'ai trouvé fou le nombre d'intervenants, le nombre de propositions hors santé, je Mmh. dirais santé Ou santé au classique, sens large. voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus en détail le... Bien sûr. On a commencé, on était 5. C'était parce que mon idée première, c'était, que pour que ce lieu puisse vivre, il fallait des professionnels, au moins quelques-uns qui soient là tout le temps. Mmh. Donc j'ai pris l'équipe, du centre de planification familiale que j'ai posée là, en leur disant: «C'est un endroit pour vous». Et je pense que c'était une très bonne intuition parce que d'abord c'était des professionnels qui étaient déjà salariés, donc j'avais pas besoin de les recruter ni de les payer, c'était déjà fait. Et ensuite parce qu'un centre de planification, en fait, c'est une plaque tournante de la violence. C'est un lieu qui accueille la plupart du temps des femmes en difficulté et puis parfois des couples. Et dans les missions du planning, il y a accompagner les difficultés conjugales, bien sûr, mais la violence, c'est pas une difficulté conjugale, c'est bien au-delà. Et puis prendre en charge les mineurs, Mmh. prendre en charge, les difficultés, autour de la parentalité. Donc en fait, on reçoit des mineurs, très souvent, elles sont enceintes et ce sont pas des rapports consentis. Donc Mmh. déjà, première violence. Et sans même qu'elles arrivent à exprimer le mot viol. Ouais. Mon copain m'a forcé, c'est plus facile à dire que mon copain m'a violée. Et ça, c'est extrêmement fréquent. On sait aujourd'hui qu'un tiers des demandes d'avortement sont motivées par de la violence conjugale apparue à la première grossesse, au premier trimestre. Mmh. C'est un mode d'entrée très connu de la violence physique. Donc ces femmes-là aussi, elles sont là. On a aussi toutes les gamines qui disent: «Je peux pas prendre la pilule, si mon père trouve les Mmh. plaquettes, il me tue. Mon frère passe son temps à fouiller sous mon matelas». Voilà, donc tout ça est déjà, une population, victime d'une certaine forme de violence que moi j'appelle, violence traditionnelle, en fait. Ah ouais. Donc c'était très bien pour démarrer. Ensuite, comme on avait beaucoup de femmes excisées, le parcours excision que j'avais commencé à élaborer à l'hôpital, je l'ai implanté dans la maison, donc ça faisait un très bon complément. Et la dernière brique que j'ai apportée, c'est vraiment les violences, parce que ça, il n'y avait pas de parcours de soins. Bonjour, je viens parce que je suis victime de violence. Donc Mmh. ça, c'est la nouveauté qu'on a apportée. Et bien, pour s'occuper de tout ça, en fait, il faut des médecins, mais différentes variétés, des gynécologues, des généralistes, des sexologues, des psychiatres, des pédiatres, parce que les femmes viennent avec des enfants, parfois, et donc ils vont mal. Donc il y avait toute la communauté médicale, les psychologues aussi, parce que ces patientes-là vont mal, elles ont besoin d'un accompagnement psychologique, elles ont besoin de psychothérapie, elles ont besoin de psychoéducation. Donc il a fallu recruter des psychologues, et puis des travailleurs sociaux, et puis des secrétaires, des infirmières, des aides-soignantes, enfin ça va très vite. Donc aujourd'hui, on est une bonne cinquantaine, et ça c'est juste pour la partie santé. Mmh. Parce on a rajouté aussi une unité qui accueille les viols 24 heures sur 24, et donc là, on a aussi des médecins légistes. OK. Parce qu'il faut faire les certificats, faire les prélèvements, avoir toute cette dimension juridique. Et donc, une fois qu'on a eu construit tout ça, ben, très vite, il est apparu que ça manquait de corporel. Mmh. Donc, kiné, ostéo, psychomotricien, nous en parlions tout à l'heure, essentiel. Et puis des groupes de parole, donc il faut aussi des gens pour animer les groupes de parole. Et puis, alors ça s'est fait de manière tout à fait impromptue, parce que je ne l'avais pas du tout pensé. Des personnes sont venues vers moi pour me proposer un atelier de danse, un atelier de karaté, de l'art-thérapie, du yoga. Et à chaque fois, je me disais: «Beh, ça peut être que mieux». Et donc on a rajouté un atelier, 2 ateliers. Aujourd'hui, on a 15 ateliers différents, donc ça fait aussi beaucoup de monde. Et chemin faisant aussi, j'avais rencontré une équipe, belge qui m'avait expliqué, former les médecins des policiers afin qu'ils viennent prendre les plaintes dans des lieux comme ça. Donc Mmh. je suis allée voir le commissaire et nous avons mis en place et la formation et la présence de policiers sur place, une fois par semaine pour prendre les plaintes. Et puis ensuite, bah, évidemment, il fallait des juristes, des avocats. Donc là, on a créé une team bénévole pour le coup,
de juristes et d'avocats. Donc voilà, tout ça c'est fait par palier. On a rajouté, chaque fois qu'on en éprouvé le besoin, une brique supplémentaire. Dans la violence aujourd'hui, on sait qu'il y a tout ce qui est police-justice qui est perfectible, qui ne va pas assez vite. C'est une des problématiques aussi, c'est que les dossiers sont jugés très tard, parfois 4 ans après votre dépôt de plainte. Donc 4 ans, c'est extrêmement long pour une victime. Ça, je ne peux pas agir. Mais on sait qu'une des autres difficultés, c'est l'hébergement. Ah, c'est pareil, je n'allais pas ouvrir des centres d'hébergement parce que ce n'est pas mon métier. Mais il y a une patientèle à laquelle je suis très attachée parce que dans tous les endroits où j'ai travaillé, j'ai toujours une consultation ado. J'aime beaucoup cette... Enfin, je trouve que c'est des personnes à qui on peut vraiment... on peut influer leur parcours de vie. Et donc, on a ouvert un foyer pour jeunes filles de 18 à 25 ans, sans enfants. Parce qu'on pense qu'à partir du moment où elles ont un enfant, c'est trop compliqué. Elles sont plus du tout libres, disponibles. Et l'objectif de ce foyer, ça vient en complément de la santé, c'est d'offrir à ces jeunes filles qui sont soit des anciennes mineures isolées étrangères, soit des gamines qui ont été élevées à l'ASE, parce que leurs parents étaient défaillants. En général, c'est de la violence physique, psychique et très, très, très fréquemment sexuelle. Je crois que 80% d'entre elles ont subi l'inceste. D'offrir à ces très jeunes filles un cadre socio-éducatif très fort, de telle sorte qu'elles puissent retourner à l'école, reprendre des études, travailler leur autonomie. L'objectif n'est pas de les garder 50 ans dans ce foyer, mais qu'au bout de 18 mois, elles puissent louer quelque chose par elles-mêmes, être autonomes, gérer leur budget, et puis avoir aussi Elles sont très intéressantes parce qu'elles sont le produit vraiment absolu de la violence, ces jeunes filles. Elles n'ont aucun cadre, aucun repère. Elles se lèvent à 14 heures, elles sont capables de se prostituer, d'accepter n'importe quoi parce qu'elles n'ont jamais considéré qu'elles valaient quelque chose. Et c'est ça qu'il faut leur redonner. C'est cette estime d'elles-mêmes qui est vraiment plus basse que terre. C'est un gros travail. Oui, j'imagine, parce que c'est pas le même travail quand une jeune fille ou une femme, quelle qu'elle soit, vient vous voir en exposant la problématique, et quand vous soulevez une problématique dont elles n'ont pas nécessairement envie ni de parler ni de s'occuper. L'hébergement répond toujours à quelque chose qu'elles souhaitent. Mais après... Qu'en est-il de la santé mentale? Qu'en est-il de l'accompagnement? Qu'en est-il de la transformation? De ce qu'elles acceptent. Oui, c'est ça. Parce que là, on leur donne un cadre et leur jeu consiste à faire péter le cadre. Parce qu'elles n'ont jamais eu de cadre. C'est très violent pour elles. Et en même temps, elles savent qu'elles en ont vraiment besoin. Donc c'est extrêmement acrobatique comme exercice. Et est-ce que vous diriez que ces dernières années, il y a eu une accélération de la violence faite aux femmes, ou bien c'est la liberté de parole qui s'est ouverte, ou l'ouverture des médias qui met la lumière sur la violence faite aux femmes? Alors, je pense qu'il y a plusieurs cofacteurs. Il y a d'abord l'activisme des associations féministes qui battent le pavé depuis très longtemps et pour lesquelles les choses se sont enfin concrétisées avec une attention du gouvernement, avec le Grenelle des violences, avec tout ce mouvement. Ça c'est probablement le déclencheur, je dirais. Et puis, parallèlement, il y a eu beaucoup de travaux médicaux. Il y a des grandes études, et notamment, je pense à l'étude ACE, qui est une étude menée en Californie, sur des adultes hospitalisés dans des cliniques qui appartiennent à un seul conglomérat dont je ne me souviens plus du nom. Mais on a interrogé ces adultes qui venaient là parce qu'ils étaient malades, donc il n'y avait aucun biais, sur leur enfance et les événements indésirables de l'enfance. Donc ACE, c'est Adverse Childhood Experiences, et chaque événement compte pour un ACE. Et statistiquement, clairement, on a retrouvé un lien entre les maladies qu'ils avaient et le nombre de violences subies dans l'enfance. Et qu'au-delà de 4 ACE, eh bien, votre risque d'avoir une maladie chronique, une maladie grave et un suicide est multiplié par beaucoup. Et donc, ces travaux-là, en fait, ont permis aux médecins de comprendre qu'il y avait un lien direct entre les antécédents de maltraitance et la santé des adultes. Donc, je pense que tous ces mouvements-là se sont mélangés. Vous rajoutez ça, bien sûr, les réseaux sociaux, l'amplification, le fait de compter les mortes, etc. Donc, aujourd'hui, la lumière est sur le sujet, c'est clair. Est-ce qu'elle restera? Je ne sais pas.
Ce qui est certain, c'est que le gouvernement se sent quand même acculé à obtenir des résultats. C'est-à-dire, si on compte les mortes, c'est un indicateur. Pour moi, c'est pas le meilleur. Mais ça permet aux associations chaque année de dire il y a autant de mortes que l'année dernière. Ouais, ouais. Donc ça ne suffit pas. Donc il faut faire plus et mieux. Effectivement, il faut faire plus et mieux. Je pense pas qu'il y ait énormément plus de violence. Je pense que le monde a toujours été très violent et ce que disent les historiens, c'est que le monde d'aujourd'hui est beaucoup moins violent que le Moyen-Âge, globalement, et toutes choses étant égales par ailleurs. Par contre, je pense que depuis le Covid, depuis la montée je vais dire de l'extrême droite, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais cette espèce de repli sur soi, oui, je trouve que les gens vont plus mal et que ce mal-être, en fait, se résout certainement dans certains foyers par des explosions de violence qui peut-être n'avaient pas lieu avant. Je pense que le chômage, l'angoisse, l'éco-anxiété, chez des êtres humains un peu fragiles, qui ont du mal à gérer leurs émotions, et qui sont peut-être un peu plus vulnérables, oui, conduisent à plus d'actes de violence. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que pendant le Covid, partout dans le monde, il y a eu plus 30% de violence dans les familles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des lois ou des initiatives que vous souhaiteriez voir émerger ou alors peut-être même changer? On a l'habitude de dire qu'en France, on a beaucoup de lois, ce qui est vrai, qu'elles sont pas trop mal faites, mais on a du mal à les faire respecter. Donc déjà, si on arrivait à respecter toutes les lois, je pense que ça irait mieux. Ce qui est vraiment, vraiment dommage, c'est la lenteur de la justice, parce que c'est bien beau d'avoir des lois, mais si on peut pas les appliquer, ça gâche un peu le plaisir. Après, il y a des choses qui doivent changer, mais il y en a qui ont déjà changé. Je pense par exemple à ce moment où on a remplacé la puissance paternelle, qui vient du code napoléonien, je crois, par l'autorité parentale, ce qui est un registre radicalement différent. L'autorité parentale, elle est partagée, et le pater familias, c'est fini. Ensuite, il y a des choses plus récentes, comme la possibilité de déchoir un être humain qui a été extrêmement violent de son autorité parentale. Donc c'est pas réservé aux hommes, mais il se fait que 95% des violences sont commises par les hommes, et donc on peut dire à un homme, ok, t'es le papa, mais tu n'as plus aucun droit sur cet enfant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tant que les pères, je parle des pères ultra-violents, avaient encore l'autorité parentale, ils pouvaient décider, même si leur femme était morte de leurs mains, éventuellement, que non, il n'aurait pas une psychothérapie, que non, il ferait pas ci, non, il ferait pas ça. Ils avaient ce pouvoir, ce qui est totalement insupportable. De même qu'on pouvait imposer à leurs enfants d'aller rencontrer papa, parce que tu comprends, il est en prison, il a tué maman, mais c'est quand même ton papa, il faut que tu l'aimes. C'est une extrême violence. Aujourd'hui, on peut déchoir cet homme, peut-être temporairement, de son autorité parentale, et ça, c'est une vraie avancée. Ensuite, pour tout ce qui concerne les violences sexuelles, et notamment pour l'inceste, par exemple, le fait d'avoir reculé l'âge de la prescription, de donner 10 ans de plus aux victimes, c'est aussi une très bonne chose. Aujourd'hui, certaines victimes militent pour que ça soit imprescriptible. J'entends l'idée, parce que effectivement, c'est pas parce qu'on a 60 ans ou 80 ans que c'est moins grave. Et j'entends aussi les magistrats qui disent, mais comment prouver quelque chose 50 ans après? Donc, est-ce qu'on ne va pas vers une déception systématique des victimes parce que ça va se terminer par un non-lieu, faute de preuves? Donc voilà, mais je trouve que le droit aujourd'hui se questionne, bouge, et que ça, c'est très bien. Il y a plein d'autres choses que le commun des mortels ne comprend pas forcément, mais par exemple l'ordonnance de protection qui est l'objet qui permet de protéger une femme, qu'on obtenait, il fallait beaucoup de temps avant, puis maintenant c'est 6 jours, et puis aujourd'hui j'ai appris que ça allait être immédiat. Voilà, tous ces progrès juridiques permettent de protéger mieux les victimes. Et ça, c'est très bien. Après, il y a une chose pour laquelle aucune loi et aucune prise en charge ne pourra faire effet. Si par exemple une femme est persuadée que elle va pouvoir changer son mari parce qu'elle est très amoureuse, parce qu'elle l'a connu dans une période de grande euphorie, où elle était sa princesse, et que en fait tout ce qu'elle veut, c'est redevenir sa princesse, et qu'elle ne veut pas le quitter, et qu'elle ne veut pas qu'il aille en prison, mais qu'elle va faire plein d'efforts pour que ça redevienne comme avant, ça, on ne peut rien contre ça. On a beau lui dire ça va pas marcher, tu devrais déposer plainte, tu seras plus en sécurité s'il est en prison, pense à tes enfants.
ça ne sert à rien. Non. C'est 20 tant que la volonté n'est pas là, quoi. C'est que le projet de vie n'est pas là. Ouais, ouais. Alors on peut parler d'emprise, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire à une victime ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et c'est aussi quelque chose qu'on apprend, c'est-à-dire qu'il faut respecter la temporalité des victimes. On ne peut pas leur dire fais ci, fais ça, parce que justement leur agresseur, il passe son temps à lui dire fais ci, fais ça, t'es nul, t'es moche, t'es con, tu sais rien. Donc si on vient faire la même chose, quelque part on est totalement contre-productif. C'est drôle parce que quand vous parliez de l'étude qui a été faite aux États-Unis, là, qui met en cohésion le nombre d'événements indésirables de l'enfance. Face aux événements qui nous arrivent, aux maladies, aux suicides, etc. Genre, je me pose la question, en fait, de la typologie des femmes qui vivent certaines formes de violence et qui sont sous l'emprise des hommes. Voilà, quel est le parcours, d'où elles viennent et quel type d'enfance? On aimerait avoir une jolie typologie de victime et puis une jolie typologie d'agresseur, le monde serait simple et lisible. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Le fait est qu'on a des victimes de tous les âges, de tous les milieux, de tous les niveaux d'éducation. On a aussi bien des pédégètes que des professeurs d'université, que des femmes de ménage. Et des Françaises de souche, et des migrantes de la première heure, tout pareil. Après, il est certain que très souvent on retrouve des failles dans l'enfance. On parlait des pères, par exemple, une femme qui n'a jamais réussi à avoir un regard bienveillant, admiratif de son père, va peut-être passer sa vie à chercher ça. Et qu'un agresseur un peu avec des antennes, ils sont souvent des antennes, va repérer cette faille et va justement être la figure masculine qui va réparer. Alors qu'en fait, c'est un prédateur et qu'il va commencer par faire semblant de réparer avant de posséder. Ça, on peut le retrouver. De même que chez les agresseurs, on va retrouver aussi des enfances parfois fracassées. Et même ils s'en servent parfois pour en disant à leur compagne « mais tu sais, j'ai beaucoup souffert, oui. Ma mère était comme ci, mon père était comme ça, et c'est pour ça que je suis violent, j'y peux rien ». Et c'est comme une forme d'excuse. Bon, en fait, c'est des gens qu'on n'a pas à soigner, tout simplement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ou peut-être c'est juste moi, on se pose beaucoup la question du sens. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression que tout fait sens. J'ai l'impression que vous avez pris l'autoroute du sens, comme s'il n'y avait jamais eu de doute, en fait. Est-ce que c'est le cas, ou bien est-ce que à certains moments dans votre parcours, vous avez douté, vous vous êtes questionné sur vos choix, vous avez remis en question, enfin... Mais tous les jours, tous les matins. Non, les choses ont l'air comme ça, extrêmement cohérentes. Mais c'est aussi un ajustement permanent entre ce que j'ai envie de faire, ce que je peux faire. Il y a des choix qui ont été rendus possibles parce que mes enfants étaient grands, qu'ils étaient partis, qu'ils allaient bien, ce qui était ma toute première exigence, et que je pouvais consacrer le temps que je leur consacrais à autre chose. Mais moi, je suis en bout de course, là. C'est le résultat de toute une vie professionnelle. Oui, mais c'est ça, justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui est magnifique à voir. Et c'est là où vraiment, hier soir, je me disais ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Il a créé un chemin et donc une autoroute du sens absolu, quoi. On a vraiment l'impression, quand je refaisais un peu l'histoire, que j'arrivais à voir tous les liens, en fait. Et donc, voilà, je m'étais vraiment posé la question, est-ce qu'à un moment, il y a eu des remises en question? Est-ce qu'il y a eu, voilà, des moments plus sombres ou plus incertains? Bien sûr, et puis à tous les choix. Dans ma génération, les médecins bougeaient assez peu. On était dans un hôpital et on faisait carrière dans cet hôpital toute la vie. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas du tout fait comme ça. Vous l'avez dit, j'ai fait des services radicalement différents, des secteurs différents. Et je ne sais pas, c'est peut-être aussi parce que j'aime beaucoup me nourrir de ce qui se fait ailleurs. Donc j'ai toujours été piocher ailleurs, visiter ailleurs. J'ai un autre métier qui m'occupe moins, mais je suis expert visiteur pour la Haute Autorité de Santé. Ah oui. Donc c'est cette instance nationale qui va dans les hôpitaux et les cliniques pour regarder si les soins sont de qualité, si les patients sont en sécurité. Et c'est extrêmement enrichissant parce que du coup j'ai pu visiter, je sais pas, 150 établissements
en 20 ans. Et à chaque fois, j'ai pris des modèles, j'ai pris des idées, j'ai adapté des choses. Et j'aime beaucoup, en fait, euh, marier des choses qui, a priori, semblent non mariables. Oui. Est-ce que vous avez une inspiration à nous partager? Une citation, un livre, quelque chose qui vraiment vous a accompagné ou alors continue de vous accompagner? Je n'ai pas de livre que je lis et relis sans cesse, comme certains. Mais j'ai des auteurs, par contre, auxquels je suis très attachée. Et parmi tous les auteurs, je crois qu'il y en a une qui émerge, c'est Nancy Houston, qui est cette autrice d'origine canadienne, mais qui vit en France et qui écrit en français maintenant. Parce que j'aime beaucoup son regard sur les femmes, le monde, la vocation. Elle a énormément écrit sur est-ce qu'on peut être, par exemple, une artiste vivant pleinement sa passion et une mère, et toutes les difficultés auxquelles sont confrontés le sujet de la maternité l'occupe énormément, le sujet de la transmission. Elle a écrit des œuvres magnifiques qui s'étalent sur des générations entières. Elle a écrit Reflet dans un œil d'homme, je sais pas si vous connaissez cette autrice, mais qui parle de notre façon à nous les femmes de nous regarder sans arrêt, comme si c'était un homme qui nous regardait, d'avoir ce jugement très sévère sur nous-mêmes, parce que nous devons être toujours parfaites dans l'œil de l'homme. Et elle écrit de très très jolies choses là-dessus, et j'ai toujours énormément de plaisir à découvrir son univers. Merci. Et alors, ma toute dernière question, c'est une question que je pose à tous mes invités. Si vous deviez vous projeter dans 10 ans, il ressemblerait à quoi votre monde idéal? Mon monde idéal, c'est le monde des bisounours qui n'adviendra pas, donc on va l'oublier tout de suite. Par contre, oui, moi j'aurais plutôt envie d'être dans une bulle de paix. En fait, c'est tout ce que je me souhaite, c'est-à-dire une santé pas trop mauvaise, dans un environnement assez protégé. J'ai acheté il n'y a pas longtemps avec une amie et mon mari une maison à Marseille, tout près de la mer, et mon objectif serait d'y trouver beaucoup de sérénité, de reprendre le piano, d'accueillir mes petits-enfants qui vont être de plus en plus nombreux, j'espère. Voilà. Mais je pense que dans 10 ans, le monde sera peut-être encore plus moche qu'il n'est aujourd'hui. Et ça ne me donne pas beaucoup d'espoir. Mais peut-être que dans 50 ans, il sera complètement différent. Qu'est-ce qui ferait que entre 10 et 50, les choses changeraient radicalement? Peut-être que j'ai l'impression qu'on a des cycles, qu'on passe du plus jamais ça à nouveau ça. Peut-être qu'on aura touché le fond et qu'on remontera, je sais pas. Je sais pas, mais je suis, pour les 10 années qui viennent, assez pessimiste. Je vois partout les extrémismes, je vois, moi, la guerre Israël-Palestine, elle a façonné ma vie. Et j'ai 64 ans, on y est encore. J'ai l'impression d'avoir 4 ans. Et que c'est toujours la même chose qui se joue. Et je me dis qu'on n'est pas prêt d'avoir réglé tout ça. Et vous n'avez pas l'impression que là, vraiment, cette fois-ci, on va devoir passer à une autre étape? On se l'est dit tellement de fois. On a eu les accords de paix, on a eu tout ce que vous voulez. C'est comme un énorme blocage, la culpabilité de l'Occident. Enfin, chacun règle ses comptes sur ce conflit, et c'est désespérant, parce qu'en fait, ce conflit nourrit aussi énormément de fantasmes, énormément de violence, et je sais pas qui pourra y mettre fin. Alors qu'on croit au hasard ou pas, il était heureux de vous recevoir aujourd'hui le 25 novembre. C'est vrai. Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes. C'est l'anniversaire de mon deuxième petit-fils. Ah, bon anniversaire. Qui a 1 an. Et ses parents se posaient des questions, ils avaient le choix entre plusieurs prénoms. Je dis non, c'est le 25 novembre, Simone Veil, on va prendre Simon. Il s'appelle Simon. C'est chouette. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. De rester aussi parfois dans ce monde de bisounours que vous souhaiteriez et d'œuvrer pour rendre ce monde meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maud.